Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire spécial métallurgie. Je suis Annelle Malissé, responsable communication au sein d'Inextenso et je vais laisser la parole aux intervenants. Bonjour à tous, le groupe Inextenso est heureux de vous faire participer à ce webinaire technique et d'actualité sur la convention collective de la métallurgie. Les équipes de juristes et d'avocats du groupe Inextenso donc, se sont mobilisées pour cette présentation et vous assister sur toutes les questions que l'on peut se poser. Nous serons trois à intervenir ce matin. Il va y avoir Aline Goden, qui est sur la région Dauphiné-Savoie, Thibaut Deléris, région parisienne, et moi-même, donc Pierre-Jacques Castanet. Nous allons avoir donc ce webinaire qui va d'une durée maximale d'une heure et dont l'objectif est triple. Le premier, c'est parce que vous êtes tous concernés, si vous êtes présents à ce webinaire, par les dispositions de la Convention collective de la métallurgie, c'est comprendre pourquoi il y a aujourd'hui ces nouvelles dispositions, d'où ça vient, où est-ce que l'on va et pourquoi on en est là. Une fois qu'on aura un peu compris le contexte que je vais vous présenter dans un instant, eh bien, il faudra savoir comment on le met en place parce qu'il y a une démarche à mettre en œuvre qui a été prévue par les partenaires sociaux, démarche qui n'est pas complètement simple. Et l'idée, c'est donc de pouvoir, étape par étape, vous apporter les éléments, les conseils nécessaires. Donc, après une présentation globale que je vais vous présenter, eh bien, Thibaut interviendra sur la méthode en matière de classification qu'il faut mettre en œuvre et Aline, plus précisément, rentrera dans le détail des conséquences parce qu'il n'y a pas que la classification qui est impactée par ces nouvelles dispositions, il y a aussi toute une série, vous le verrez, impressionnante de conséquences en matière notamment de rémunération, contrat de travail, etc., qui sont impactées par ces dispositions de la nouvelle convention collective. Voilà donc, en ce qui concerne le plan de notre intervention que vous avez sous les yeux, Anaël va nous le mettre immédiatement. Voilà, parfait, merci Anaël. Et donc, si vous le voulez bien, je vais tout de suite vous faire présenter les grands principes de ce nouveau dispositif de classification. Alors, il faut bien comprendre d'où on part. En principe, et vous le savez, dans une branche professionnelle, que ce soit la pharmacie, que ce soit l'automobile, que ce soit le transport, etc., généralement en France, il n'y a qu'une convention collective, une convention collective nationale qui s'impose à l'ensemble des entreprises qui relèvent de son champ d'application. Il se trouve que dans la convention collective de la métallurgie, eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pourquoi? Parce que les partenaires sociaux, mais ça depuis très très longtemps, presque depuis le début du siècle, ont compris que les disparités régionales, les disparités d'activité faisaient qu'il n'était pas possible d'avoir un schéma unique, un statut collectif unique pour la totalité des entreprises relevant de la métallurgie en métropole. C'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux, dès le départ et principalement dans les années 60 et 70, ont constitué pour la métallurgie des conventions collectives non pas nationales, mais territoriales. Et il n'y a pas eu moins de 76 conventions collectives territoriales. Donc, une multitude de dispositions conventionnelles. Si vous pouvez, Anaël, passer juste une... Voilà. Donc, une multitude de conventions territoriales, chacune ayant des dispositions spécifiques. Et puis, on s'est quand même bien rendu compte qu'il y a malgré tout un certain nombre de sujets transverses, des sujets qui concernent notamment l'emploi, des sujets qui concernent la prévoyance, qui nécessitaient non pas d'avoir une multitude de conventions territoriales, parce que c'est compliqué, puis c'est aussi compliqué pour les entreprises qui ont maintenant des groupes, qui se sont rassemblés, mais qui ont des territoires, enfin qui ont des entreprises un petit peu partout en France, il est apparu nécessaire d'avoir des accords nationaux. Donc on a eu toute une série d'accords nationaux, et puis on s'est aussi rendu compte dans les années 70 que c'était très bien, toutes ces conventions collectives territoriales, mais que pour les ingénieurs et cadres, fondamentalement, eh bien, qu'on soit ingénieur à Hasbrook ou qu'on soit ingénieur à Nice, fondamentalement, quand on est dans la métallurgie, les conditions de management sont finalement assez identiques. Et donc, il y a eu une convention collective unique pour les ingénieurs et cadres. Toujours est-il que les partenaires sociaux se sont rendus compte que l'évolution des façons de travailler, les besoins exigés par un statut collectif faisaient qu'il ne fallait plus avoir cette parcellisation des statuts collectifs, mais il ne fallait avoir qu'une seule et même convention collective. C'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux, et quand je dis partenaires sociaux, vous avez compris, il s'agit d'un côté des syndicats de salariés et de l'autre de l'UMM, syndicat patronal représentatif au sein de la métallurgie, ben, ils se sont mis autour d'une table, mais depuis un certain nombre d'années, pour élaborer, constituer
un nouveau statut, et c'est ce dont on va vous parler, à savoir une nouvelle convention collective, cette fois-ci nationale, et une nouvelle convention collective nationale qui va s'appliquer à compter du 1er janvier 2024, c'est-à-dire aujourd'hui, dans moins de 100 jours. Et donc, les partenaires sociaux ont longuement réfléchi, ont longuement négocié. Vous savez, une convention collective, c'est toujours le résultat d'un compromis. On est arrivé à ce compromis. Alors, il y a parfois quelques petites exceptions, et ça, on pourra le voir au fur et à mesure, des exceptions où certains territoires, certaines dispositions territoriales sont maintenues, mais fondamentalement, c'est un caractère exceptionnel. Maintenant, on va voir cette même convention collective et il faut s'y mettre parce que ça commence le 1er janvier 2024 et parce que cette convention collective est étendue, elle a un caractère obligatoire, obligatoire à compter du 1er janvier 2024. Et quand vous verrez les modifications qui sont apportées, ben, il n'est pas trop tard, enfin, il n'est pas trop tôt pour s'y mettre dès maintenant, pour être en mesure, au bout du compte, que vos personnels soient dûment classés et que les bulletins de paie soient corrects à la fin janvier 2024, car si une entreprise ne fait rien, ben, le service paye ne sera pas en mesure d'éditer les bulletins de paie correspondants, et donc il est absolument nécessaire de faire ce travail préalable. Ce travail préalable va consister principalement à réorganiser la classification de l'ensemble de vos personnels. Et donc on a un dispositif aujourd'hui, avec cette convention collective nouvelle, qui est lui aussi totalement nouveau. Pourquoi je vous dis totalement nouveau? Parce que le procédé mis en œuvre est assez différent, est assez exceptionnel par rapport à ce que l'on voit d'habitude. Juste pour vous donner quelques ordres de grandeur, souvent, quand une convention collective, quand les partenaires sociaux d'une convention collective décident de revoir leur classification, ben c'est finalement assez simple. Ils ont l'ancienne classification, ils éditent un tableau de correspondance et à ces correspondances, eh ben, on va avoir nécessairement la nouvelle classification qui va s'imposer. C'est assez simple, ça pose généralement pas de discussion. Sauf que là, ce n'est pas ce qu'ils ont fait du tout. Il n'y a pas de tableau d'équivalence. Il n'y a pas d'emploi repère. Il n'y a pas, si vous voulez, des éléments qui nous permettraient de faire cette nouvelle classification de façon automatique. C'est-à-dire que vous aviez un collaborateur qui était coefficient 3, échelon 5, je dis ça totalement hasard, eh bien on ne peut pas demain le mettre dans la nouvelle classification comme ça, de façon automatique. Et ça va être toute la difficulté du dispositif mis en place. Il va falloir effectivement procéder à une analyse. Et cette analyse va se faire non pas sur les personnes, mais va se faire sur les emplois. En d'autres termes, dans une entreprise qui a 30 salariés, il n'y a pas forcément 30 emplois ou 30 postes différents. Il va falloir donc effectivement répertorier les postes de qualification, de niveau identique, et ensuite, c'est tout ce que va nous expliquer tout à l'heure Thibaut, pouvoir l'appliquer à des personnes physiques. Comment nous allons faire? Eh bien, vous allez avoir un certain nombre de critères classants. Si vous voulez bien, Annelle, passer la diapositive. Voilà, des critères classants, pas moins de 6 critères classants. Pour chaque critère classant, il va y avoir un degré qu'il va falloir mettre de 1 à 10 sur, voyez, des sujets qui sont des sujets très techniques, très précis. On parle de la complexité de l'activité, quel est le niveau d'autonomie, quel est le niveau de contribution de tel poste au sein de l'entreprise, quelles sont les connaissances et les savoir-faire qui sont nécessaires. Bref, quel est le niveau d'encadrement qui répond à ce poste. Et vous avez un tableau qui est préposé d'ailleurs par les partenaires sociaux. C'est le slide suivant, si vous le voulez bien, Anaëlle. Merci. Avec effectivement un certain nombre, un tableau très compliqué, très précis, et il va falloir, pour chaque critère, aller piocher dans le degré qui convient et qui correspond précisément à ce qui est demandé et précisément à ce qui est la description qui est faite de cet emploi. Donc, vous voyez, déjà ce travail, quand on voit ça, on se dit oula, c'est pas si simple. Il y a une méthode, bien évidemment, à mettre en œuvre. Il y a quelques éléments d'indication qui nous ont été donnés par les partenaires sociaux, et notamment un guide paritaire qu'on trouve très facilement sur Internet et qu'on met bien sûr, nous aussi, à votre disposition. Mais vous aurez compris que ça ne suffit pas forcément complètement parce qu'il va falloir faire cette analyse poste par poste pour arriver à quoi au final? Eh bien, en fonction de la cotation qui aura été faite sur chacun des postes, eh bien, on va s'attacher maintenant à la personne et dire, ben voilà, par rapport au poste que vous avez, par rapport aux critères, aux 6 critères que l'on a vus, à ces 6 critères que l'on a cotés, eh bien, vous allez être, effectivement, si vous avez par exemple 49,
vous serez dans la classe d'emploi 13 et dans le groupe d'emploi G, vous serez effectivement cadre. Voyez, donc une grille très, très complexe, mais finalement, au lieu de le voir comme un gros soupir et comme une fatalité qui s'abattrait sur nous, dirigeants, je pense que, et j'en terminerai là-dessus, certes, ça apparaît tout ce travail de classification, de cotation, apparaît un travail peut-être fastidieux, mais fondamentalement, il faut y voir un intérêt dynamique. L'intérêt dynamique, c'est que je pense que ça peut être de nature à, pour les entreprises, d'avoir une photographie précise de la situation des postes, une situation précise des fiches de poste, une situation objective des niveaux notamment de rémunération des uns et des autres, et de pouvoir au final être en mesure de mettre en œuvre une politique de rémunération au sein de l'entreprise qui soit la plus objective possible et qui ne repose pas, vous l'avez compris, sur des appréciations plus ou moins subjectives. Donc, et j'en terminerai là-dessus, c'est vrai que c'est un travail important à faire, c'est vrai qu'il faut passer au scan, si vous me permettez l'expression, chacun des postes au sein de votre entreprise, et ça peut prendre effectivement un certain temps, mais au bout du compte, vous devrez le voir en tant que dirigeant comme un outil au service de votre politique sociale, au service de votre politique de rémunération et finalement au service du management et de l'organisation du travail au sein de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle il faut y voir vraiment quelque chose de dynamique et qui peut vous aider à gagner fondamentalement en performance et en compétitivité. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, et que j'ai été dans les grandes lignes, eh bien maintenant, voyons concrètement quelle est la méthodologie qu'il va falloir appliquer pour parvenir à cette classification étape par étape. Et je vais immédiatement donner la parole à Thibaut, qui va vous éclaircir sur ces aspects-là, qui, vous le verrez aussi, ne sont pas complètement simples. Thibaut, si tu le veux bien, poursuivre. Ça vous gêne, là? Le bruit? Vous me dites, hein? Je Excusez-moi. mets un casque. C'est-à-dire que, en fait, Excusez-moi, si je peux Madame t'emprunter ton Pascolo. casque? Ah bah, il y en a deux! Je ne récupère un autre. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez tous éteindre votre micro, s'il vous plaît? Oui, on vous demande d'éteindre, on aurait dû les Je les ai. éteindre autoritaire, façon autoritaire, tout de suite, ne pas les rallumer. Posez les questions, le chat, bien Oui. évidemment, Thibaut et Aline, nous serons à votre disposition pour y répondre. Bien, Thibaut, si tu veux bien Oui, je entamer passe le effectivement du coup au cœur du sujet sur la façon dont on va devoir finalement appliquer, mettre en œuvre cette nouvelle classification et tout ça évidemment avant le 1er janvier 2024 comme Pierre-Jacques vous l'a dit. Donc c'est vraiment le processus qui va vous occuper au cours des 2 prochains mois et qui, vous allez le voir là sur le slide suivant, est un processus qui peut sembler assez long, mais finalement qui peut malgré tout aller relativement vite. Tout va dépendre d'un peu de la façon dont on va fonctionner et surtout de ce dont vous disposez déjà. Le premier point qui est important à bien prendre en compte et qui va vraiment driver un petit peu tout ce process, c'est qu'on ne classifie pas les salariés, mais on classifie les postes. Donc on va devoir définir tout d'abord la liste des postes qui existent. Et cette liste des postes qui existent, c'est pas forcément votre liste de postes actuelle. Ça peut être, ça peut être l'occasion pour vous de créer de nouveaux postes et de distinguer même au sein des postes qui peuvent être relativement similaires, de distinguer par leur intitulé déjà les différents degrés d'autonomie, d'expérience, d'encadrement peut-être de vos différents salariés. Et je pense par exemple à, je ne sais pas, un soudeur qui a 1 an d'expérience et qui rentre dans votre entreprise ne va pas avoir le même degré d'autonomie, ne va pas forcément faire tout à fait les mêmes tâches que le soudeur qui est là depuis 20 ans et qui lui, pour le coup, est complètement autonome dans son poste. Donc la première étape, c'est vraiment de lister les postes qui existent dans l'entreprise et de leur attribuer du coup un intitulé de poste qui soit cohérent. Alors les partenaires sociaux nous ont prévenus qu'ils n'aimaient pas les termes junior, senior. Bon, donc on pensera à éviter ces termes-là pour simplement pour leur faire plaisir, mais ça nous permettra également de sortir de cette un peu dualité qui est parfois un peu trop simpliste. Et donc on envisagera plutôt d'avoir des intitulés de poste qui soient sous le forme 1, 2, 3, 4. Donc un soudeur 1 par exemple, je reprends cet exemple-là qui est junior, jusqu'à un soudeur peut-être 4 ou 5 qui sera très expérimenté. Une fois qu'on aura cette liste de postes qui sera faite, on devra rédiger des fiches descriptives d'emploi et vous le verrez, ce sera les slides suivantes, on en reparlera de manière un petit peu plus précise. Mais ces fiches de poste, ça va vraiment être un peu le cœur du sujet puisque c'est ce qui va nous permettre derrière
de définir la classification de chaque poste. Bon. Une fois qu'on a décrit ces fiches de poste, la convention collective nous impose de les communiquer aux salariés avant d'entamer la partie cotation. Ça, c'est un petit peu la théorie. En pratique, on préférera entamer déjà, une fois qu'on aura ce descriptif et avant la communication aux salariés, on préférera déjà travailler sur la cotation, simplement pour s'assurer que on va arriver à ce qu'on veut. On va arriver à avoir notre cadre qui reste cadre et notre non-cadre qui reste non-cadre, en tout cas si c'est ce qu'on souhaite, mais et d'arriver finalement à un niveau de cotation qui soit cohérent dans l'entreprise. Bon. Donc on communique aux salariés, on cote. Et ensuite, une fois qu'on a notre cotation, donc au travers des 6 critères avec leurs 10 degrés, simplement ça va être une simple addition finalement de points et on arrivera à la classe d'emploi de chaque salarié qui va nous permettre de définir notamment leur statut, cadre ou non cadre, mais aussi les niveaux de rémunération minima qui sont associés. Une fois qu'on a fait tout ce processus de classification, on informe par écrit et individuellement les salariés du niveau qui leur est attribué. On n'a pas l'obligation de définir les critères retenus, enfin les degrés retenus dans chaque critère. On doit leur donner une information globale, finalement, de leur niveau de classification. On devra éventuellement préciser si les salariés nous font des demandes de précision sur le niveau retenu. Tout ce processus doit évidemment être mis en place au 1er janvier 2024. Alors là, on se rapproche à grands pas de cette échéance et ce qui sera vraiment important, c'est d'avoir ça qui soit en place pour les payes de janvier 2024. Si on passe à la slide suivante, on verra que on voit la façon dont on doit décrire les emplois au travers de cette fiche descriptive d'emploi qui, évidemment, doit être rédigée en français, hein. Ça, c'est de toute façon impératif sur tout ce qui tourne autour du droit social de manière générale vis-à-vis des salariés français. Et cette fiche de poste, c'est vraiment le préalable indispensable puisque c'est ce qui nous permet, la rédaction de cette fiche de poste doit nous permettre de retrouver finalement le degré de classification du salarié dans chacun des critères. Donc ce sera important d'avoir une description qui soit la plus précise possible. Vous avez un guide paritaire qui a été rédigé par les partenaires sociaux, qui fait quand même une 40aine de pages et qui vous décrit finalement tout le verbatim, tout le vocable qui est attendu sur ces fiches de poste, qui vous donne un certain nombre d'exemples et qui vous permet finalement de rédiger une fiche de poste qui soit la plus complète possible, la plus précise possible, pour permettre ensuite un travail de classification qui soit non pas fait à l'aveugle et un petit peu au doigt mouillé comme ça, bah, tiens, oh, bah, celui-là, il faut qu'il soit cadre, donc on va lui attribuer tel critère, enfin tel degré dans ce critère-là, tel degré dans le suivant. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. On doit vraiment pouvoir se rattacher au descriptif de poste pour pouvoir retrouver finalement les termes qui sont employés dans ces différents degrés et pour pouvoir avoir une classification non seulement qui soit cohérente, mais qui puisse aussi se justifier si jamais on a besoin un jour de la justifier, que ce soit auprès des salariés ou éventuellement devant le conseil de prud'homme si un jour on était amené à devoir le justifier. Sur la slide suivante, on évoque du coup un peu plus précisément le contenu de cette fiche d'emploi. Donc la fiche d'emploi, elle doit à la fois décrire les activités significatives de l'emploi, donc on n'a pas besoin d'avoir une description exhaustive. Elle doit décrire la nature et le périmètre des responsabilités exercées et les relations de travail. Tout ça, ces petites thématiques là qu'on voit là, c'est simplement parce que derrière, vous avez à chaque fois des critères de classification qui y sont rattachés. Comment dire? L'important n'est pas l'important est de décrire ce que va faire le salarié, mais pas la manière dont il va le faire. Et on va le voir sur la slide suivante. On a un exemple qui est repris du guide paritaire et qui est un exemple sur un chaudronnier d'atelier. Finalement, ce que vous voyez, c'est que les partenaires sociaux nous disent bien, on s'intéresse finalement à ce que fait le salarié, mais pas à la façon dont il le fait. Donc le fait qu'il allume le poste à souder, qu'il positionne une pièce à 90 degrés, on s'en fiche complètement, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il réalise des opérations de préparation, des opérations d'assemblage, il soude, il contrôle, il nettoie son poste de travail, etc. Bon. Ça, c'est vraiment comment dire,
C'est vraiment le plus important et ça va demander un travail assez conséquent finalement parce que, il faut être le plus précis possible. Il ne faut rien oublier parce que derrière vous allez communiquer ces fiches de poste aux salariés, donc si vous oubliez quelque chose, il va peut-être se dire, que vous ne savez pas ce qu'il fait et puis, si on lui en rajoute, là il va se poser la question de savoir si derrière on va pas vouloir lui reprocher de ne pas faire les choses qui sont décrites sur sa fiche d'emploi. Non. Sur la slide suivante, on va voir un petit peu le rôle du CSE et vous voyez directement que même lorsque vous n'avez pas de CSE, vous avez quand même, une communication à faire et cette communication, c'est de porter à la connaissance finalement le guide paritaire qui a été rédigé par les partenaires sociaux, dont je vous indiquais, qui fait une quarantaine de pages et qui explicite un petit peu le processus de classification et la rédaction des fiches de poste. Donc voilà, même en l'absence de CSE, vous avez quand même une communication à faire, à vos salariés. Lorsque vous avez un CSE, donc avec moins de 50 salariés dans l'entreprise, pas de communication particulière à faire, vis-à-vis de vos représentants du personnel. Évidemment, rien ne l'empêche, hein, qui peut le plus peut le moins. Mais voilà, le CSE pourra être amené à vous présenter des réclamations individuelles ou collectives sur la mise en œuvre de cette classification. Hem, Particularité des CSE de plus de 50 salariés, pour le coup, cette fois-ci, on informe et on consulte le CSE, comme souvent, en amont, finalement, sur la mise en œuvre de cette classification. Donc là, c'est avant le démarrage, on consulte notre CSE sur les modalités qu'on envisage de mettre en œuvre pour cette nouvelle classification. Et finalement, tout ça, sur la slide suivante, on le rappelle, c'est un rappel, je pense qu'on l'a dit suffisamment depuis le début de ce webinaire, mais tout ça doit être mis en œuvre pour le 1er janvier 2024. C'est l'objectif. Évidemment, on se doute bien qu'il y aura des entreprises qui seront en retard, mais l'objectif, c'est de ne pas avoir d'impact, de ne pas avoir de conséquences, donc à tout le moins être prêt au plus tard pour les payes de janvier 2024. Tout ce processus de classification, alors c'est une partie, hein, des nouveautés conventionnelles puisque comme Pierre-Jacques vous l'a indiqué, les partenaires sociaux ont révisé complètement la convention collective, ont uniformisé finalement cette convention collective et donc, il n'y a pas que de la classification finalement dans cette nouvelle convention collective et il y a tout un ensemble de nouveautés, de règles harmonisées finalement et notre nouvelle classification va avoir un impact sur différents sujets. Et là, je vais laisser la parole à Aline qui va vous présenter cette partie-là. Est-ce Bonjour qu'il y a à des tous. questions? Pardon, excusez-moi, Aline. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Il n'y en Non? a pas sur le fil de conversation. Si Au vous avez cas des où questions, n'hésitez pas, oui, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Teams, à aller dans l'onglet conversation et à poser vos questions via ce canal, en fait. J'ai vu tout C'est à l'heure donc que quelqu'un levait parfaitement la clair. main. C'est que nous On sommes peut parfaitement pas, clairs. voilà, on ne peut pas ouvrir le micro des 95 participants aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau sur le chat. Donc moi, je vais vous présenter les conséquences enfin les impacts de cette nouvelle classification. Donc l'idée, c'est vraiment de faire ressortir les principales dispositions sur lesquelles cette nouvelle classification a un impact. Et vous l'avez reçu dans l'invitation pour aller plus loin sur ces différentes thématiques. Il y a d'autres webinaires qui sont prévus sur ces thématiques de durée du travail, absence, rupture, contrat de travail, rémunération. Donc, je vous invite à y participer pour aller un peu plus loin sur les développements de ces choses-là. Donc les principales impacts, Nels, les principales impacts de la nouvelle classification, ça intervient sur les salaires, sur le contrat de travail, la rupture, la maladie et la protection sociale complémentaire. Comme l'a expliqué, Pierre-Jacques en début de réunion, on a maintenant, un seul accord, national et on a surtout une seule et même grille, de rémunération nationale. Comme jusque-là, on avait, 76, conventions collectives territoriales, on avait pas loin de 76 grilles de rémunération. Donc, selon qu'on était en Haute-Savoie, en Isère, en Bretagne, dans le sud de la France, on n'avait pas forcément les mêmes grilles de rémunération et les mêmes minimums de rémunération qui s'appliquaient par rapport à une classification qui était identique. Maintenant, on a cette grille nationale qui s'applique, qui a déjà été revue et qui est issue d'un accord de juillet 2023, donc qui a été réévaluée par rapport au SMIC.
Et cette grille de rémunération, donc c'est pour un temps plein, 35 heures. Donc on a des hausses de cette grille qui interviennent si on est en forfait annuel en heures sur l'année ou si on est sur la base d'un forfait jour. Il y a d'autres éléments de majoration de cette grille ou de minoration de cette grille dans des cas bien spécifiques. Mais globalement, c'est celle-ci qui va s'appliquer à compter du 1er janvier 2024. Pour anticiper les écueils de l'application de cette nouvelle grille, il est prévu 2 dispositifs dans la convention collective. Le premier, c'est pour éviter que cette grille ait pour effet d'augmenter de manière trop importante la masse salariale de l'entreprise. Donc, il est prévu pour les entreprises de moins de 150 salariés ou moins de pouvoir déroger à l'application de cette grille si la hausse, si elle conduit à une hausse de la masse salariale annuelle supérieure à 5%, concernant au minimum 25% de l'effectif. Donc, dans ces cas-là, si vous êtes dans cette situation-là, effectivement, sous certaines conditions, vous pourrez déroger à l'application de cette grille. L'idée, ce n'est pas que l'application de cette grille augmente de manière trop importante votre masse salariale. Protection aussi par rapport aux salariés, c'est-à-dire que l'application de cette grille ne peut pas avoir pour effet de baisser la rémunération qu'il est censé percevoir. Donc, on va avoir une comparaison à effectuer à fin 2024 entre ce qu'il avait perçu en 2023, ce qu'il perçoit en 2024, pour être sûr que l'application de ces nouvelles dispositions n'intervienne pas à son désavantage. Donc, nécessité effectivement de faire cette cotation et cette classification. Et ensuite, vérification justement de l'incidence de cette grille minimale. Mais la cotation est indispensable, sinon en fait on ne connaît pas le salaire minimum qui va s'appliquer aux salariés. Incidence également sur la prime d'ancienneté en termes de rémunération. On a une prime d'ancienneté dont la formule de calcul est modifiée. Donc, en fait, on va appliquer la valeur de points. Donc, ça, c'est une des survies des conventions collectives territoriales qui vont appliquer une valeur de points. Enfin, vous allez avoir des accords de branche au niveau du territoire pour fixer la valeur du point de la prime d'ancienneté. Donc, celle-ci, elle reste au niveau local, qui est multipliée par un pourcentage qui est fonction de la classe emploi, multiplié par le nombre d'années d'ancienneté. Et c'est comme ça qu'on va trouver notre prime d'ancienneté qui va s'appliquer à partir du 1er janvier 2024 en fonction du coup de cette nouvelle classification, en fonction du groupe d'emploi auquel on appartient. Donc, pareil sur ce point-là, on a des dispositions conventionnelles qui viennent nous dire attention, on applique cette nouvelle grille d'ancienneté. Par contre, il n'est pas question que le salarié ait une prime d'ancienneté nouvelle version qui soit moins favorable que celle applicable à partir du 1er janvier 2024. Donc, si avec le nouveau calcul, vous aboutissez à une prime d'ancienneté moins favorable, vous devrez avoir sur le bulletin de salaire une ligne spécifique de complément prime d'ancienneté pour garantir au moins la prime d'ancienneté que le salarié avait auparavant. Prime d'ancienneté, je rappelle, qui s'applique qu'au non-cadre, qui s'est toujours appliqué dans la métallurgie qu'au non-cadre et qui continue à ne s'appliquer qu'au non-cadre, donc du groupe A au groupe E. Il y a une question qui sera sur la classification, Thibaut, mais je te laisserai peut-être y répondre du coup en fin de support. Ça t'embête pas? Ou en Sans problème. Autre point sur lequel la classification intervient, c'est la notion d'ancienneté. Alors, la notion d'ancienneté, elle a été revue aussi dans l'accord. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est toutes les périodes de contrat de travail du salarié dans l'entreprise vont être prises en considération. Donc, c'est-à-dire que le salarié qui a été présent, là j'avais fait une petite timeline, il est présent de 2011 à 2013. Ensuite, il quitte l'entreprise, il revient en 2015. Quand il revient en 2015, les 3 années qu'il a fait entre 2011 et 2013 sont prises en considération pour calculer son ancienneté. Donc, typiquement, c'est un salarié qui commence tout de suite à avoir une prime d'ancienneté, parce que la prime d'ancienneté, c'est à partir de 3 ans. Et là, on va partir du principe qu'il est non-cadre. Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte également pour le décompte de l'ancienneté. Si vous êtes dans une société avec un groupe, que vous faites une mutation concertée intra-groupe, l'ancienneté acquise au sein de la première entreprise est conservée. Et la fin de l'ancienneté va s'arrêter en fait finalement avec la rupture du contrat de travail. Sur ces notions d'ancienneté, on a des dispositions spécifiques pour les emplois de A à E, donc qui concernent les non-cadres, quand ils sont liés par une convention de forfait en jour, où là en fait on va majorer l'ancienneté, notamment pour le décompte par exemple de l'indemnité de rupture. Donc des petites choses spécifiques sur l'ancienneté en fonction de la classification et du décompte du temps de travail auquel le salarié est soumis.
Autre point sur lequel on va avoir une incidence de cette nouvelle convention collective, là pas tant au niveau de la classification, mais d'une manière générale sur les congés supplémentaires d'ancienneté. On avait des dispositions nationales, on avait des dispositions territoriales et on avait les dispositions conventionnelles de l'accord ingénieur et cadre qui fixaient des congés d'ancienneté, on va dire pour les cadres, plutôt des congés en fonction de l'âge. Bon, bah là, il y a un mixte des deux qui a été fait pour déterminer en fait les congés d'ancienneté auxquels les salariés ont droit. Donc, si on a une ancienneté d'1 an, il y a 1 jour uniquement pour les cadres dirigeants et les salariés qui ont conclu une convention de forfait. Si on a une ancienneté de 2 ans, on a 1 jour, 2 jours pour le salarié d'au moins 45 ans. Et quand on a 20 ans d'ancienneté, donc vous voyez, c'est 1 an, 2 ans, enfin 2 ans, et après, il faut attendre 18 ans pour avoir son droit à son 3e jour. Donc 3 jours pour le salarié âgé de plus de 55 ans. Donc les congés d'ancienneté qui seront à indiquer, ce seront ceux-là. Juste pour information aussi, ça on l'évoquera plus précisément dans le webinaire allongé sur les absences et la maladie. Il y a un système de garantie en fait pour ces congés d'ancienneté en fonction de ce que le salarié a eu droit jusque-là et en fonction de l'application de la nouvelle convention collective de manière à ce qu'il ne soit pas lésé. Je me Autre permets point, juste avant, oui. excusez-moi, il y a une question. Comment faire quand les congés d'ancienneté de la nouvelle convention sont moins que ceux de 2023? Comment faire quand les congés d'ancienneté de la convention, c'est justement, il y a dans la convention collective, il est prévu un système de maintien en fait des congés d'ancienneté pour les salariés qui avaient déjà le droit à ces congés d'ancienneté. Donc en fait, finalement, ils vont garder leur nombre de congés d'ancienneté et puis tant qu'ils ne seront pas rattrapés par la nouvelle convention. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. C'est vraiment prévu spécifiquement dans la convention. Si vous prenez l'accord de février 2022, vous avez vraiment l'indication de la manière dont ça fonctionne. Et une autre question sur la prime d'ancienneté. Je viens de la voir, oui. Et bonjour, est-ce que la prise d'ancienneté est prise en compte dans le calcul du salaire brut annuel minima? Non, absolument pas. Il faut savoir que tous les éléments de rémunération complémentaires pour déterminer si votre salarié il a au moins le minimum conventionnel, on nous dit bien que la prime d'ancienneté ne rentre pas dans l'assiette de comparaison. C'est marqué stricto sensu. Après, il peut toujours y avoir des discussions, mais ça va vraiment dépendre de votre politique salariale. C'est quand vous n'appliquez pas la prime d'ancienneté conventionnelle, mais que vous appliquez la prime d'ancienneté, par exemple, sur la valeur du brut. Il y a certaines entreprises qui font ça. Ils prennent le salaire brut du salarié avec les heures supplémentaires, avec tout un tas de choses dedans, et ils appliquent le pourcentage. Et du coup, on a une prime d'ancienneté qui est beaucoup plus importante que la prime d'ancienneté conventionnelle. Dans ces cas-là, il y a des points de discussion qu'on peut avoir. Mais le principe, c'est que la prime d'ancienneté, et ce n'est pas marqué la prime d'ancienneté applicable en application de l'article de la convention collective, c'est marqué que la prime d'ancienneté ne rentre pas dans l'assiette de comparaison. Donc, partez du principe que vous ne l'intégrez pas dans l'assiette de comparaison. Je continue s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à tout ce qui est rémunération. Non, donc du coup, la convention collective a prévu effectivement des dispositifs qui permettent d'atténuer l'impact de ces changements. Donc, c'est ce que je vous disais, la mise en place d'une garantie individuelle de rémunération qui assure aux salariés un maintien global de leur rémunération de l'année 2023. La mise en place donc, du complément mensuel sur si la nouvelle prime d'ancienneté est inférieure au montant perçu précédemment. Et le bénéfice du maintien des jours de congés supplémentaires pour ancienneté acquis. Voilà. L'idée, c'est on uniformise tout ça, mais les salariés ne doivent pas être lésés et perdre dans l'application de cette nouvelle convention collective. C'est vraiment ça ce qu'il faut garder à l'esprit. Autre impact de la classification, la durée des périodes d'essai, elle a toujours été définie en fonction de la classification, donc ça ne change pas, c'est toujours le cas. Et là, on a effectivement des nouvelles périodes d'essai qui sont fixées en fonction des groupes d'emploi. Et on va avoir des périodes d'essai qui vont être renouvelables ou pas. Donc, groupe A et B, pas de renouvellement. Alors, ça équivaut un peu à nos niveaux 1 et 2 qu'on avait précédemment, donc ça ne nous change pas beaucoup. Groupe C, 2 mois, avec une durée totale, nous dit-on, renouvellement inclus, de 3 mois. Ça veut dire qu'on ne fait pas 2 mois, enfin, on peut faire 2 mois, renouvellement 1 mois. On peut faire 1 mois, renouvellement 2 mois. Concrètement, ça, c'est possible aussi. Donc là, vous avez les durées maximales de période d'essai hors renouvellement et la durée maximale renouvellement compris. Donc, si demain, vous faites une embauche, enfin pas demain, mais au 1er janvier, en tout cas, vous avez une embauche qui arrive. Si vous n'avez pas mis en place la nouvelle classification, ça va être compliqué de lui appliquer une période d'essai et de rompre la période d'essai. Voilà, ça va être plutôt compliqué.
Je vois qu'il y a une nouvelle question. Est-ce Oui. obligatoire de faire apparaître 20 lignes sur le bulletin pour prime d'ancienneté si nous sommes au-delà de la convention, par exemple, sur total du brut? Faire apparaître 20 lignes Oui, sur 2 le lignes. bulletin Oui. de 2 lignes. Non, non, bah non, puisque de toute façon, vous n'aurez pas de. En fait, la ligne complémentaire, elle est obligatoire uniquement. Quand vous faites sur la valeur du brut, vous allez garder votre paramétrage avec votre prime d'ancienneté avec la valeur du brut. Finalement, vous êtes sur un régime conventionnel et avec un mode de calcul entreprise. Donc, vous allez garder votre prime d'ancienneté avec la valeur du brut. C'est vraiment si vous appliquez la valeur du point et que la prime d'ancienneté est moins favorable, qu'on aura une deuxième ligne avec le complément. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on va le faire sur nos payes. Donc, hop, du coup, on a avancé. Prime, donc période d'essai. Autre point, oui, la délégation de pouvoir. Alors, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de cette clause parce qu'elle est vraiment, elle concerne pas grand monde au final, mais il y a eu beaucoup de publications sur le sujet, donc on s'est dit qu'on allait quand même vous en parler, parce qu'on a bien lu la convention collective aussi dans son intégralité. Cette clause de délégation de pouvoir qui est prévue par les dispositions conventionnelles, elle ne vise en fait que les salariés qui relèvent des groupes E, F, G, H, I. Bon, pour ceux qui ont déjà fait leur cotation, vous savez qu'à partir de F, on est sur le statut cadre. Pour le groupe d'emploi E, donc on est juste avant le statut cadre, on est sur les articles qu'on considère comme des assimilés cadres, notamment au titre de la retraite complémentaire, nos articles 4 bis. Donc ça vise quand même des salariés qui, en principe, ont déjà un certain niveau de responsabilité. Et cette délégation de pouvoir, en fait, c'est un mécanisme qui permet de transférer la responsabilité pénale personnelle pesant sur le chef d'entreprise à un salarié. Donc effectivement, pour réussir à mettre en place cette délégation, il faut remplir un certain nombre de conditions. On a beaucoup de jurisprudence sur le sujet et là, la convention collective vient préciser un petit peu tout ça, notamment que le salarié ait bien l'autorité, pouvoir de décision, commandement pour mettre en place les choses qui doivent être mises en place, les moyens nécessaires pour accomplir sa mission et les compétences. Et il y a un certain nombre d'éléments qui sont prévus dans la convention collective. Une délégation de pouvoir qui est non écrite, je pense que vous ne me contredirez pas, Thibaut et Pierre-Jacques, c'est pas bien, voilà, d'une manière générale. Donc, elle n'est pas innée, la délégation de pouvoir, surtout en matière d'hygiène et de sécurité. Hein, quand on a un accident du travail très, très grave et qu'on a une responsabilité pénale qui peut être engagée, si on n'a pas d'écrit sur sa délégation de pouvoir, on va quand même être bien embêté. Donc, un écrit qui est bien ficelé et qui prévoit un certain nombre de dispositions. Et là, la convention collective peut apporter aussi des précisions dans la rédaction des clauses de délégation de pouvoir. Donc, si vous en avez dans vos contrats sur des postes spécifiques, allez vérifier qu'elles soient bien conformes par rapport aux dispositions conventionnelles. Dernier point sur les clauses du contrat de travail qui peuvent être amenées à être modifiées, c'est la clause de non-concurrence aussi sur laquelle la convention collective fait un zoom. Ce n'est pas dans le support Anaël, donc là, il n'y a pas de planche. Mais donc, voilà, les 3 clauses en fait qui sont vraiment spécifiques, métallurgie, sur lesquelles il faut aller jeter un œil dans l'accord avant de les rédiger, c'est la période d'essai, la clause de non-concurrence et la délégation de pouvoir. Nous avons une question pour la délégation de pouvoir. Cette délégation de pouvoir est-elle obligatoire? Jamais. On n'a jamais l'obligation de faire une délégation de pouvoir. En revanche, s'il y a délégation, il faut l'écrire. Ouais. Il faut l'écrire. Voilà. Ce qui est obligatoire, c'est un écrit de cette délégation de pouvoir. Mais en tant que telle, la délégation n'est jamais obligatoire. Le chef d'entreprise peut rester dans une PME, peut rester le responsable pénal, civil de l'ensemble de l'entreprise. Nous avons une nouvelle piste. Oui, ça, si vous voulez, on répondra à la fin parce qu'on est vraiment sur une problématique de hiérarchie des normes. Effectivement, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit en introduction, c'est le sort des accords collectifs d'entreprise actuellement applicables par rapport à l'application de la convention collective au 1er janvier 2024, mais on y reviendra à la fin. Donc ensuite, autre point sur lequel la nouvelle classification va intervenir, c'est sur les maintiens en cas de maladie pour nos salariés. Donc là, on avait déjà une distinction entre l'accord de mensualisation et les accords territoriaux et l'accord ingénieur et cadre. On continue à avoir cette distinction puisqu'effectivement, on a un groupe d'emploi, sur les groupes d'emploi de A à E, donc
là, pour le coup, normalement, à la fin de cette réunion, vous savez qu'à partir de F, on est cadre et en dessous, on est non cadre. Donc, de A à non cadre, vous avez un maintien de salaire qui est prévu en fonction de l'ancienneté. C'était déjà ce qui était prévu par le passé. Attention, par rapport aux dispositions conventionnelles territoriales que vous appliquez, il y a vraiment des différences sur ce point-là. Voilà. À partir des cadres, autres dispositions applicables, et on a en général un maintien de salaire qui est un peu plus avantageux pour les cadres, sachant que le maintien de salaire, c'est comme avant, par année civile et par maladie. On a des congés payés aussi qui vont continuer à s'acquérir avec la maladie. Alors, c'est une planche sur laquelle on va passer assez rapidement puisqu'on a eu un bing bang conventionnel, jurisprudentiel le 13 septembre dernier. Donc, les dispositions conventionnelles de la métallurgie le prévoyaient déjà, continuent à prévoir des périodes pendant lesquelles le contrat de travail, lorsqu'il est suspendu pour raison de maladie, va continuer à faire acquérir des congés payés. La jurisprudence, de toutes les façons, aujourd'hui, tend à nous dire que de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, c'est déjà prévu dans la convention collective, mais on a effectivement des jurisprudences qui interviennent sur le sujet et qui changent un peu la donne. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais bon, voilà. D'ailleurs, j'ai mis 12 septembre, c'est 13 septembre. Autre point encore, on va aller là maintenant plus sur, Anaëlle, si tu peux, voilà, sur la rupture du contrat de travail. Comme avant, on a une distinction, pareil, entre cadre et non cadre sur le calcul et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement. Pour les non-cadres, on avait une grille d'application d'une indemnité de licenciement qui était forfaitaire en fonction de tranches d'ancienneté. Désormais, en fait, on a un copier-coller de l'indemnité légale, hein, 1/4 de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans, à partir de 10 ans. Pour les groupes F, G, H, I, donc là, on est sur nos cadres. Lorsqu'on a une ancienneté qui est inférieure à 8 ans, 1/4 de mois par année d'ancienneté. Et quand on a une ancienneté égale ou supérieure à 8 ans, 1/5 de mois par année d'ancienneté jusqu'à 7 ans et 3/5 de mois par année d'ancienneté à partir de 7 ans. En fait, en deçà des 8 ans, base légale. Au-delà des 8 ans, on garde finalement la base de calcul qu'on a aujourd'hui chez les ingénieurs et cadres, avec des minorations et des majorations en fonction de l'âge qui restent applicables également. Dans les dispositions communes, c'est-à-dire l'assiette de calcul de cette indemnité de licenciement, elle est différente par rapport à ce qu'on a connu jusque-là. Jusque-là, on visait les 12 derniers mois systématiquement comme assiette de calcul d'indemnité de licenciement. Là, on va faire la comparaison, comme le prévoit la loi, entre les 3 et les 12 derniers mois. Et une gestion spécifique des périodes de suspension du contrat de travail et de calcul de l'ancienneté pour le calcul d'indemnité de licenciement. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand un salarié rentre dans l'entreprise alors qu'il avait précédemment eu un contrat, on reprend l'ancienneté acquise au titre du précédent contrat. Là, en fait, on vient bien nous dire que l'ancienneté qui est prise en compte, c'est celle acquise au titre de la dernière embauche. Donc, vous avez quelqu'un qui a fait 10 ans, il revient 3 ans et au bout de 3 ans, vous faites un licenciement. C'est 3 ans d'ancienneté que vous prendrez en compte et pas 13 ans. Ça, c'est bien précisé dans les dispositions conventionnelles. Donc, attention au calcul d'ancienneté en cas de rupture du contrat de travail. Dans le cadre de la rupture aussi, au-delà de l'indemnité de licenciement, on a des préavis qui sont applicables. Ces préavis, ils sont fonction toujours pareil des groupes d'emploi. Alors, ils diffèrent selon qu'on est sur une démission, un licenciement ou un départ à la retraite et l'ancienneté du salarié. Et on a des préavis spécifiques en cas de licenciement avec des majorations en fait en fonction de l'âge qu'on retrouve chez les ingénieurs et cadres. Là, on a grosso modo quelque chose qui ressemble à ce qu'on connaît aujourd'hui et qui continue à s'appliquer. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Mon N+1 n'est plus celui identifié par la délégation. Est-elle toujours valable? Alors voilà, je te laisse répondre peut-être, Pierre-Jacques, si tu veux. Non, la délégation, c'est une délégation qui est nominative, qui est donnée à une personne en particulier. Il n'existe pas de délégation abstraite. Donc, si votre N+1 a changé et que vous l'avez remplacé par un autre N+1, mais qui, par hypothèse, est une autre personne, c'est avec cette autre personne que vous devrez convenir de la délégation de pouvoir. Donc,
ma réponse, si je comprends bien la question, elle est non. C'est non. Elle n'est pas valable. Ou Alors, il faut en sinon, faire il une. faut envisager une délégation de pouvoir qui fait référence à l'intitulé du poste du supérieur hiérarchique, peut-être, plutôt que Oui, d'évoquer la personne en particulier. Mais normalement, on n'a pas de délégation de pouvoir, au moins vous automatique, savez, hein. dans un très grand groupe par ricochet. C'est-à-dire qu'en général, vous avez le dirigeant, la délégation de pouvoir. Vous avez peut-être un échelon intermédiaire entre les deux, mais la délégation de pouvoir, normalement, c'est le chef d'entreprise, quoi. C'est vraiment. Doit-on On a une autre notifier question. le salarié pour ses nouveaux préavis? Pas du tout. La convention collective, elle s'applique à vous. Vous n'avez pas eu le choix. Nous non plus, les salariés non plus. À partir de demain, il a sa nouvelle, enfin à partir de demain, du 1er janvier 2024, il a sa nouvelle classification et on lui appliquera les préavis qui sont fixés en fonction de cette nouvelle classification. Dans le cas d'une étude de poste, nous obtenons une classification Voilà, E, ça c'est donc la non question qui cadre, tue. qui est actuellement tenue par un ingénieur ECAD. Quid de la situation? Ce salaire n'atteint pas la classification F, soit cadre. Alors, Thibaut, je ne sais pas si tu voudrais intervenir, mais là, on peut. Enfin, bon, dans la convention collective, il y a déjà, ils avaient anticipé hein, cet écueil, et il est prévu qu'un salarié qui passe de cadre à non cadre bénéficie d'une survie en fait des dispositions conventionnelles cadres qui vont lui rester applicables. Voilà. Lui rester applicable, pardon. C'est prévu par le dispositif conventionnel. Je ne sais pas si tu as l'article en tête, Thibaut, ou pas, pour ça. J'ai pas l'article en tête, mais effectivement, c'est les C'est l'article dispositions qui sont 68. prévues. C'est l'article 68 en fait qui permet le maintien du bénéfice des dispositions conventionnelles applicables au cadre. C'est dans le chapitre 5 sur les dispositions transitoires où on a cette problématique qui se pose. Mais c'est bien, c'est une parfaite, transition par rapport à ma dernière planche. C'est que Je voudrais au-delà juste des rajouter, ouais, vas-y. Aline, si tu me Ouais, permets. vas-y, bien sûr. Attention quand même, là je vois dans la question qu'on fait référence au niveau de salaire qui n'est pas atteint Ouais. pour une classification au niveau F. Pour rappel, il faut faire très attention à ces situations où en réalité notre classification amènerait à un niveau supérieur et que finalement on redescendrait le niveau de classification pour une question de salaire. Rappelez-vous, alors on l'a pas évoqué en détail, mais il y a quand même donc il y a une nouvelle grille de rémunération minimale, mais il y a quand même des aménagements pour les entreprises de moins de 150 salariés qui prévoient finalement, alors on rentrera pas dans le détail ici parce que c'est un mécanisme un peu complexe, mais qui prévoit un rattrapage finalement de l'écart entre la rémunération actuelle du cadre, enfin de ce qui resterait cadre au 1er janvier 2024 et le niveau de rémunération conventionnelle prévu, un rattrapage qui s'étale quand même sur 5 ans. Donc on a quand même peut-être moyen d'arriver à une classification cadre, tout en ayant peut-être peu, voire pas d'impact immédiat sur le niveau de rémunération. Donc, mais gardez en tête quand même qu'il faut faire attention à cette situation parce que là, vous nous dites, aujourd'hui, il resterait non cadre. Si demain, il conteste, il aura toutes les chances d'obtenir peut-être une classification cadre et donc un rattrapage de salaire correspondant. Et pareil, il faut que vous voyez si au niveau de l'application selon le département dans lequel vous êtes, hein, ça dépend. Moi, typiquement, je suis basée sur la Haute-Savoie. On a des grilles de rémunération avec la Suisse qui est à côté qui sont plutôt assez élevées par rapport aux différents territoires. Sur le territoire dans lequel vous êtes, si vous êtes concerné aux entreprises de 150 salariés ou moins, peut-être que que vous avez votre masse salariale qui augmente de 5% et ça concerne 25% des salariés. Peut-être que vous pouvez avoir une grille de rémunération aussi transitoire qui puisse vous être applicable. Donc ça, c'est aussi à vérifier dans ces cas-là. Mais parfaite transition, pourquoi? Parce que au-delà du maintien et de la survie d'un certain nombre de dispositions quand on passe de cadre à non cadre, il y a aussi un impact vraiment sur la protection sociale complémentaire en fait, hein. Donc protection sociale complémentaire au niveau de la métallurgie, là pour le coup, ce n'était pas une application au 1er janvier 2024, mais au 1er janvier 2023. Les frais de santé, on a des dispositions communes de branches. Maintenant, dans vos entreprises, vous avez parfois des régimes qui sont différents pour les cadres et les non-cadres, que ce soit en termes de garantie ou en termes de prise en charge de la répartition du taux de participation employeur-salarié. Prévoyance, on a des dispositions conventionnelles du coup qui sont déjà au niveau de la branche qui sont différentes. Pareil, vous pouvez en avoir des différentes dans l'entreprise.
Donc, quand vous avez votre classification qui va se mettre en application, vous avez possiblement aussi des salariés, soit qui passent de cadre à non-cadre ou inversement, qui vont avoir des affiliations différentes en termes de régime de frais de santé et de prévoyance, avec des incidences sur la paye et surtout sur la couverture. Donc ça, il faut aussi bien le prendre en considération. Alors, attention, il ne faut pas déformer le propos, hein. Vous allez bien coter des postes et on va dire, on va voir les litiges qui se posent et les conséquences que tout ça se pose. Après, il ne faut pas vous dire, oh là là, ça va être une vraie galère, mutuelle, prévoyance, etc. Du coup, lui, de toute façon, c'est clair, il est F et puis basta. C'est vraiment, on fait l'effort de classifier les postes, enfin de faire cette classification des postes. Et ensuite, effectivement, quand on a des litiges qui vont se présenter, il faudra les prendre en considération. C'est à ce sujet-là que le rôle pour les entreprises qui ont un CSE est important. Ouais. C'est-à-dire que même si vous êtes à moins de 50, mais que vous avez quand même un CSE et que la loi ne vous fait pas obligation de les consulter, etc., notre conseil est plutôt d'utiliser ce CSE comme une forme presque de tribune pour évoquer avec les membres du CSE les différentes difficultés qui vont nécessairement se poser une fois que une fois que la classification et la cotation a été faite, pour apprécier point par point ce que l'on fait pour tel ou tel salarié. C'est vraiment important. Il y a un travail, je dirais, là, à ce niveau-là, de pédagogie presque à faire. Ce n'est pas la faute de l'entreprise, c'est pas la faute, c'est de la responsabilité des partenaires sociaux, mais maintenant, il faut quand même l'appliquer au sein de l'entreprise. Donc là aussi, essayez, il faut éviter le plus possible, je parle pour les entreprises déjà qui ont un certain nombre de personnel, d'être dans un face-à-face, qui est un face-à-face qui risque d'être effectivement un peu tendu. Donc, vous voyez, quand on fait tout ça, ça veut dire. Et tu as terminé, Aline? Oui, Oui, j'ai parfait. Ouais, terminé. voilà. Ouais. Il est important, si vous le voulez bien, pour conclure, vous voyez toutes les conséquences qu'il peut y avoir en aval. Donc, il est important en amont de travailler bien tous ces éléments pour être en mesure de bien mesurer les conséquences que vous allez pouvoir avoir, les points éventuellement de blocage qu'il va pouvoir y avoir. Alors, on pense toujours un peu au pire, bien évidemment, mais fondamentalement, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre un peu en avance pour bien mesurer quels vont être les degrés de difficulté auxquels vous allez éventuellement être confrontés. On est obligé de passer par là, et donc faites, comme je l'indiquais tout à l'heure, de cette obligation un outil pour mieux peut-être ou mieux organiser, si ce n'est le travail, du moins la grille des salaires de vos personnels. Voilà. Vous l'avez compris, on est sur une situation qui est complexe. Maintenant, le temps est compté, puisque c'est dans moins de 100 jours. Et bien à partir de là, écoutez, il faut avancer. Dans ce cadre-là, et c'est peut-être les derniers slides, si tu veux bien les passer, de notre accompagnement, vous aurez compris que ce webinaire est effectivement destiné à vous apporter vous éclairer le mieux possible, mais il y a souvent des questions individuelles qui se posent et comment dirais-je, les experts d'Inextinso sont à votre disposition dans chacun des territoires pour vous apporter cette aide, pour vous accompagner, parce que le chemin n'est pas complètement facile, mais c'est un chemin qui, au bout du compte, encore une fois, peut vous aider à mieux organiser le travail et la gestion de votre personnel au sein de votre entreprise. Voilà ce que l'on souhaitait vous dire. Il y a peut-être quelques questions encore. Oui, on va prendre les Oui, 5 dernières oui, minutes oui. pour 5 les dernières questions. minutes pour les Je vais me questions. permettre de les poser à Naël. En fait, c'est sur sûr. l'articulation droit local, convention collective. On ne change pas une équipe qui gagne. On continue à appliquer notre droit local par rapport à notre convention collective métallurgie en Alsace-Lorraine. Donc, si vous avez des préavis spécifiques, ils vont continuer à s'appliquer. Je n'ai pas vu de disposition qui prévoit le contraire. L'articulation, Pierre-Jacques, peut-être entre les accords d'entreprise qui ont été conclus dans les entreprises et l'entrée en vigueur de cette nouvelle convention collective. Est-ce que les accords d'entreprise sont remis en cause? Est-ce que les usages d'entreprise sont remis en cause par l'application de cette nouvelle convention collective? Je pense que c'est un peu le sens de la question. Ah oui, et donc là, en fait, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas être moins favorable que la convention collective, mais pour le reste, on peut. Donc Mm. en fait, vous allez avoir un travail de comparaison à faire entre ce que dit votre accord d'entreprise et ce que dit la convention collective. Et donc là, ce travail de comparaison point par point est absolument indispensable à faire. Alors finalement, au bout du compte, vous allez vous apercevoir que vous avez un accord d'entreprise qui a peut-être déjà anticipé un certain nombre d'avancées sociales de la convention collective, donc il n'y aura peut-être pas forcément à changer, mais vous ne pouvez pas vous passer de cette comparaison et ensuite de voir comment on fait avec cette comparaison et comment on la traite, quitte, le cas échéant, à remettre en cause et à renégocier votre accord d'entreprise.
Si les dispositions de votre accord d'entreprise sont moins favorables que la convention collective, c'est possible de les conserver dans la mesure où les dispositions conventionnelles ne sont pas impératives. Ouais, Mais ça va tout à fait. dépendre des sujets. Hein. Typiquement, quand vous aviez fait vos propres grilles de classification en interne dans certains grands groupes, ça, c'est totalement remis en cause. Bon, en général, vous avez déjà anticipé le sujet largement en amont. Un salarié qui rétrograde, hein, ça c'est bon. Est-ce que la prime d'ancienneté est obligatoire dans cette nouvelle convention? Alors oui, alors elle a toujours été obligatoire. Elle l'a toujours été. Si vous l'aviez intégré au salaire de base et que vous n'aviez pas de ligne spécifique dans la paye, c'était déjà un problème. Et ce sera toujours au 1er janvier 2024. Il faut vraiment qu'on ait une ligne spécifique avec la prime d'ancienneté à partir de 3 ans pour les salariés non cadres. Il n'y a pas le choix. C'est une obligation. Sinon, vous avez un rattrapage de salaire de la prime d'ancienneté qui peut s'imposer, sauf à réussir à démontrer qu'elle était vraiment prévue dans la rémunération de base. Mais ça, il faut Oui, mais même, s'accrocher un petit peu. Hein. comme c'est quelque chose qui évolue, Ouais. non, il faut passer à 2 lignes. Convention collective unique étendue obligatoirement à tous au 1er janvier 2024, mais est-ce que l'ISER n'a pas gardé un accord autonome? Si, alors, enfin, oui, en fait, vous avez certaines conventions collectives territoriales et l'ISER en fait partie. Notamment, il me semble, c'est sur les dispositions par rapport à la mutuelle et la prévoyance. On n'est pas très loin de l'ISER et moi, j'ai quelques entreprises qui ont des établissements en ISER, donc oui. Effectivement, la plupart des conventions collectives territoriales ont dit on arrête de s'appliquer. Et c'est bien parce qu'on avait un litige sur est-ce qu'elle pouvait faire comme ça ou pas, et ça a été validé, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc la plupart ont dit on cesse de s'appliquer et on laisse l'accord national s'appliquer. Et pour certaines, elles ont dit on cesse de s'appliquer à partir du 1er janvier 2024. Par contre, sur telle et telle thématique, au-delà de la valeur du point, on va continuer à avoir un régime qui va être différent. Donc là, il faut aller consulter effectivement les accords de branches territoriaux qui ont été conclus sur 2022. Hein, ça s'est fait sur 2022, début 2023, à la suite de la nouvelle convention collective. Mais effectivement, en ISER, vous avez raison, on a des accords qui sont un petit peu plus détaillés, notamment sur la protection sociale complémentaire. Doit-on rédiger un avenant pour modification éventuelle de libellé de poste et nouvelle classification ou un simple courrier? La position métallurgie aujourd'hui, parce qu'il y avait la question aussi de savoir s'il fallait faire un avenant, c'est de dire que ce n'est pas une modification du contrat de travail. Eh oui. Voilà, donc on informe le salarié 1 mois avant l'entrée en vigueur de sa nouvelle. Donc en fait, normalement, au 1er décembre, vous informez vos salariés de leur nouvelle classification. Et s'il y a un litige, parce que le salarié n'est pas d'accord, là, à ce moment-là, il y aura peut-être un jeu de navette, mais le principe le principe de la convention collective, c'est que ce n'est pas une modification du contrat de travail. Ce On est plus en... Pardon, Ouais. ce point est vraiment très important. Ouais. Parce que, comme signer un avenant, bah oui, si la personne signe, ce n'est pas un sujet. En revanche, si le salarié ne signe pas, Ouais. on se retrouve dans une situation de blocage. Mm. Ce n'est pas une faute. On peut pas l'obliger, on peut obliger personne à signer un avenant, quel qu'il soit. Et donc vous vous mettez vous-même en corner. Donc, il faut vraiment bannir, pour des raisons de stratégie, l'avenant à faire signer, parce que vous allez être dans cette situation de blocage, alors que ça s'impose, comme l'a dit Aline et comme l'ont dit les partenaires sociaux, ça s'impose. Alors après, il peut y avoir une discussion, bref, mais ne vous bloquez pas tout de suite avec quelqu'un qui dit ah ben moi je ne signe pas, moi je ne veux pas de ça, j'en signe pas. Et là, vous ne savez plus quoi faire. Et personne ne sait quoi faire. Et les partenaires sociaux, pourquoi ils ont pris cette position? Parce qu'eux-mêmes ne savent pas résoudre le problème. Si on considère que c'est un avenant, ça veut dire que ça n'a pas un caractère obligatoire et que le salarié a le droit de refuser. Et là, vous êtes chocolat. Voilà. On est plus embêté quand on a le franchissement de cadre, non cadre. Bon, Oui, là, c'est plus, on est un peu plus. Voilà, oui, c'est un peu plus. on y réfléchit un petit peu à 2 fois, c'est un peu plus compliqué, mais bon, le principe, pas de modification du contrat. Ouais. Et donc, vous voyez l'idée de s'y prendre suffisamment à l'avance pour pouvoir gérer tous ces cas un petit peu difficiles, un peu compliqués. Et pour que et la date butoir, ça va être fin janvier quand les payes vont devoir tomber. Alors on dit 1er janvier, mais on comprend bien que le 1er janvier, on aura encore un petit peu de délai. Donc c'est maintenant qu'il faut s'y mettre et tout de suite repérer. Les situations dans lesquelles on va avoir un problème avec les cadres, c'est par exemple quelqu'un qui a l'ancienneté, un peu parce que je dirais que la notion de cadre a pu être une espèce de promotion, est passé au fil du temps cadre, mais qui finalement a des fonctions d'exécutant.
Et quand on fait une analyse objective du poste, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de management, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de complexité, etc. C'est là où on va avoir des difficultés. Et c'est pour ça que, comme je l'indiquais tout à l'heure, cette grille, cette nouvelle application de la convention collective va vous permettre de toiletter en quelque sorte vos postes, d'apporter de l'objectivité, de l'apporter une vraie réalité par rapport au contenu du poste. Alors, on va avoir des périodes de transition un peu difficiles avec le collaborateur ancien qui, effectivement, est passé cadre, si vous me permettez, à l'ancienneté, mais pas au regard de la complexité du poste. À l'ancienneté ou des fois pour le mettre en forfait jour ou pour avoir un préavis plus long, pour tout un, oui, ou alors, quand vous là, l'embauchez pour avoir une période on en d'essai plus rajoute là, longue. oui, Enfin, oui, tout à fait. voilà, on les a, enfin, ces cas-là, en général, on les a déjà évoqués avec un certain nombre de nos clients. Et effectivement, bon, bah voilà, c'est un peu la problématique. La date butoir d'information de la cotation par courrier n'était pas à faire avant le 31/10/2023. Thibaut. Alors là, oui, je vais répondre. Alors, on pourrait le penser effectivement parce que, comme on l'a dit, le salarié peut, effectivement poser des questions et finalement un peu s'étonner du niveau de classification retenu. Il a 1 mois pour le faire et l'employeur a lui-même 1 mois pour y répondre. Donc dans l'absolu, si on a fait ça au 31 octobre, on est tranquille. On a le mois pour, le salarié, le mois de novembre pour que le salarié pose une question, le mois de décembre pour y répondre et puis au 1er janvier, on est tranquille. Maintenant, il faut effectivement pas le voir comme une date butoir parce que c'est pas prévu comme tel. Il y a aucune date qui est prévue comme une date butoir. L'essentiel, c'est d'avoir fait ce travail pour la fin janvier. S'il reste des questions, on aura le temps d'y répondre plus tard si le salarié réagit postérieurement au 1er janvier parce qu'il sera toujours dans son mois. On aura toujours le temps d'y répondre plus tard et voilà, donc il y a vraiment pas de date butoir. Je reprends peut-être une dernière question qui était un peu plus haut et qu'on avait un petit peu oublié sur le fait de savoir si, en cas de rétrogradation du cadre, il conservait le bénéfice des régimes de prévoyance et de frais de santé. Alors là, la convention collective, elle y répond et il n'est pas prévu que le salarié conserve le bénéfice de ces dispositifs, hein. Les dispositifs sont strictement listés. Les dispositifs qui sont maintenus pour l'ancien cadre sont strictement listés et la prévoyance et frais de santé n'en font pas partie. Voilà. C'est Donc pas il faudra qu'il bascule sur le régime des non-cadres. Juridiquement, ce serait même pas possible par rapport aux problématiques qu'on aurait URSSAF après, hein, Tout à sur fait. le bénéfice des Bien sûr. exonérations sociales qu'on a sur la part patronale de participation. Vous aurez compris que, et on va mettre un terme là, il est 12h04 à ce webinaire, que ça amène un certain nombre de questions très techniques. C'est la raison pour laquelle on a voulu décliner ça en plusieurs webinaires spécialisés, rémunération, contrat de travail, rupture du contrat de travail, et voilà, et on voit bien l'intérêt qu'il va y avoir à chaque fois de rentrer dans des questions beaucoup plus précises. Donc voilà, chantier qui est important, chantier dans lequel, encore une fois, il faut s'y astreindre. N'y voyez pas une fatalité. Les équipes d'Inextinso sont là pour vous accompagner, vous apporter leur expérience, leur éclairage, et surtout faire de ce moment-là, encore une fois, non pas un pain somme, mais quelque chose qui va vous permettre, dans le cadre de votre organisation, non seulement peut-être de rebondir, mais peut-être d'en améliorer les performances. L'idée, c'est d'être encore le plus efficace, notamment sur le plan compétitif. Voilà ce qu'on souhaitait vous dire à tous. On vous remercie de votre grande participation. On a d'autres, pour ceux qui vraiment ont besoin d'entendre une répétition, on va vous envoyer le lien, donc vous pourrez nous réécouter à nouveau. Il va y avoir des webinaires spécialisés, donc vous allez avoir les dates. On est à votre disposition dans chacune des régions Inextinso. Voilà, ce sont des chantiers importants et sur lesquels il nous apparaissait là aussi important de vous apporter à la fois des conseils et surtout de ne pas vous laisser seul face à quelque chose qui parfois peut être assez impressionnant. Merci à tous, merci Thibaut, merci Aline et merci à tous les participants. Merci Anaëlle pour la dimension technique et à très bientôt tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir.